Pour commencer, peut-être un peu sur moi. Je m'appelle Chantal Donaldson-Foyer. Je suis Group Product Manager chez Decathlon Digital. Ça fait à peu près 10 ans que je bosse dans le produit. J'ai commencé un peu à faire du B2C, mais j'ai surtout fait B2B et produits internes. Et j'ai passé la majorité de ma carrière à Londres. Et ça fait 3 ans que je suis à Paris. Et c'est ma plus grande talk en français. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Il y aura des anglicismes, je suis désolée. C'est pas genre faire cool, c'est juste que le mot ne me vient pas. Et dernière chose, je ne bosserai pas chez Decathlon, je ne vous dirai pas ce que sont mes sports passions. Du coup, je suis fan de randonnée, j'en fais quand j'en ai l'occasion. Et sinon, voilà, typique sport de citadin, yoga, vélo, mais aussi tout sport de nature. Je suis toujours contente quand je suis dehors, comme sur mon kayak là. Alors, je voulais vous parler de mon parcours pour vous un peu situer d'où viennent les leçons que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vais peut-être vous retourner un peu la tête en expliquant comment ce parcours, parce que je vais le faire en fonction de l'année de création de l'organisation dans laquelle j'ai bossé. Donc ça va devenir très clair dans un moment, mais peut-être au début, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle me raconte. Donc j'ai commencé dans une petite ONG, on était une vingtaine de personnes, sur un business model complètement digital, à donner de l'information aux jeunes pour leur santé, à travers les outils digitaux. Voilà, j'ai passé quelques années là-bas. Ensuite, j'ai bossé dans une boîte en B2B sur la gestion de documents digitaux dans le secteur du légal. Et voilà, ayant exploré ces deux mondes très différents, je me suis dit, je vais aller dans un nouveau monde qui est le secteur public. Donc j'ai passé ensuite quelques années au gouvernement britannique, et vous voyez l'année de création, pas hyper claire, j'ai eu du mal à situer exactement, mais à peu près le milieu du 19e siècle. Et ensuite, j'ai débarqué en France, j'ai travaillé chez Ubisoft, donc core business, les jeux vidéo, et maintenant je suis chez Decathlon. Donc le core business, c'est les produits sportifs. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je le montre comme ça, c'est parce que c'est l'Internet qui a bousculé les business models existants des entreprises en fait, qui ont été créées avant l'arrivée d'Internet. Voilà. Bon, ça ne s'est fait pas du jour au lendemain, mais le changement technologique a fait que les entreprises ou les organisations publiques ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité, à comment offrir de la valeur à leurs utilisateurs. Donc, quand on parle de transformation digitale, c'est aussi adaptation à un nouveau contexte, à un nouveau marché. Voilà. Donc, les leçons que j'ai tirées, c'est surtout des expériences que j'ai passées, les dernières 3 expériences que j'ai passées. Je ne vais pas forcément citer où, mais voilà, c'est des leçons tirées dans la joie et dans la douleur parfois. Donc, je vais parler de ce que c'est exactement la transformation digitale, et ensuite partager quelques éléments de comment en fait naviguer ça en tant que PM. Et je vais vous expliquer pourquoi le product management est clé pour la transformation digitale. Alors, déjà, peut-être petite question, qui dans la salle travaille dans une organisation en transformation digitale? S'il vous plaît, la main. C'est plus souvent que ce que je pensais, ok. Merci. Donc, plus d'une moitié, je dirais, ouais, bien plus. Très bien. Bon, vous allez me dire si j'ai raison dans mon explication. Alors, je voulais vous donner un exemple, ce que ça donne pour un utilisateur. Je prends un exemple du service public au UK, parce que je connais bien le service, mais je n'ai pas travaillé dessus. Donc, c'est Apply for a Passport. Donc, comment je postule pour ou comment je vais renouveler mon passeport ou avoir mon premier passeport. Qu'est-ce que je faisais avant? J'allais chercher la liste de documents à fournir, j'allais prendre des photos d'identité, ensuite j'allais chercher des documents pour compléter un extrait de naissance, ensuite j'allais déposer mes documents, et j'allais chercher mon passeport quelques semaines plus tard. Voilà. Donc on a commencé à digitaliser ce service. Mais réellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu une partie en ligne. Donc de chez moi, je note les documents nécessaires, donc la liste de documents à fournir, et peut-être je télécharge un PDF pour remplir le formulaire et dire mon nom, tous les éléments dont j'ai besoin pour mon application.
Mais ensuite, je vais quand même aller prendre des photos, je vais aller chercher les documents dont j'ai besoin, je vais déposer mes documents, et quelques semaines plus tard, je vais chercher mon passeport. Donc en vrai, on a essayé de chercher les choses faciles à digitaliser, mais en vrai, on n'a pas vraiment changé le service en tant que tel. Oui, on a facilité l'accès, mais on n'est pas dans la transformation digitale. Transformation digitale, c'est là où on se situe aujourd'hui avec le service actuel qui existe. Bon, je l'ai simplifié, hein, mais... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais sur le service, et je n'ai pas un PDF à télécharger, j'ai bien un formulaire à remplir, je donne mes informations dont j'ai besoin, enfin, dont ils ont besoin. Je prends ensuite les photos sur mon portable, j'ai des instructions comment créer une photo conforme, et ensuite, je télécharge tous les documents dont j'ai besoin pour l'application, et je paye directement en ligne. Et quelques semaines plus tard, je reçois mon passeport par la poste. Voilà, c'est une transformation complète, vous voyez, du service qu'il y avait à l'origine, et enfin, au niveau accessibilité, possibilité de le faire à tout moment de la journée, le coût aussi en staff qui est en face du public, il est énormément réduit en fait pour l'autorité qui s'occupe des passeports. Donc on est gagnant à tous les niveaux. Et tout ça serait été jamais possible sans dérisquer. En fait, et on a dérisqué à travers la recherche utilisateur et l'itération. Donc, tout autant les méthodes en User-Centered Design et les méthodes agiles nous ont permis d'arriver à un service transformé. Parce qu'en fait, on n'est pas allé de l'un à l'autre comme ça dans une step. En fait, ça a évolué au cours de plusieurs années à devenir de plus en plus digital et d'identifier est-ce que nos citoyens sont prêts à prendre ce risque. Est-ce qu'on leur fait confiance de pouvoir prendre une photo sur leur portable qui est conforme? Quelles informations je dois leur fournir pour qu'on ait le maximum niveau de conformité, par exemple? Donc, toute cette user research, en fait, elle nous a servi à arriver à ce nouveau service. Et donc, vous voyez, les méthodes que nous employons dans le product management aujourd'hui sont complètement clés pour arriver à cette nouvelle expérience. Donc, je vous ai donné un exemple dans le service public, mais bien sûr, c'est aussi une problématique dans les entreprises. La transformation digitale est en vrai une question de survie, parce que je me fais challenger à droite à gauche par des entreprises qui ont des business models complètement digitaux et qui vont empiéter sur ma part de marché. Donc, je dois réfléchir comment mieux servir mon client avec les services que je fournis. Donc, un exemple qui est souvent donné, c'est Domino's, qui justement a énormément investi dans la data, dans l'expérience utilisateur et dans l'infrastructure technique pour faire face en fait à cette concurrence qui lui venait de tous les services de livraison complètement digital et pouvoir utiliser ses avantages en tant qu'incumbent de grosse boîte qui existait déjà, qui a déjà un réseau de la data sur ses utilisateurs, mais pour offrir une expérience hyper personnalisée. Donc voilà, des exemples de qu'est-ce que ça donne de l'extérieur. Mais transformation digitale à l'intérieur de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Donc nous, souvent, on répète la phrase de « digital is business ». C'est un peu ce qu'on raconte pas mal dans les couloirs, en tout cas chez nous en ce moment. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on passe d'un stade de client-fournisseur, où en fait, on avait un service IT qui servait des outils à un métier pour arriver à une étape où en fait, il n'y a pas de différenciation. La création de valeur se fait au niveau du digital avec les experts métiers en partenaire. Donc on part d'être un centre de coût à être une ligne business. Et clairement, le job numéro 1 du product manager, c'est de maximiser la valeur que nous apportons à nos clients et à notre business. Et donc forcément, le product management est un des jobs clés pour arriver à cette transformation de changement de modèle. Mais la transformation, j'avoue, j'ai fait une petite flèche comme ça, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt ça, où on se retrouve en fait dans le messy middle à essayer de naviguer une entreprise qui change en fait, et qui change à différents rythmes, qui change de façon de prendre des décisions, de façon de budgétiser. Et donc, souvent, les personnes qui prennent tout ça en frontal
sont les product managers. Parce qu'en fait, nous, on fait le lien entre nos équipes produits et la valeur business à acquérir. Et donc, on se retrouve à devoir porter beaucoup de cette charge et ça peut surprendre. Et quand j'ai voulu parler de ce talk, je voulais pas vous dire que ah ouais, c'est facile d'être PM dans la transformation digitale, mais je voulais pas non plus dire ah ouais, quelle corvée, et en vrai, juste me plaindre. Donc, j'ai essayé de trouver un entre-deux. J'ai des petites... Voilà, qu'est-ce que ça peut donner, en fait, pour un product manager, cette réalité? On empiète constamment sur mon périmètre, parce qu'en fait, les responsabilités sont floues, ou ils sont comprises par une partie du business, mais pas par l'autre. Je passe plus de temps à expliquer mon job qu'à le faire, parce qu'en fait, c'est peut-être un nouveau métier qui est arrivé dans l'entreprise, et voilà, on est là à devoir expliquer ce que fait notre équipe et ce que nous on fait. Il y a aussi un petit différence de culture, peut-être un peu inconfortable à dire, mais on est en jean, ils sont en costume, clairement, et parfois on a même on crée justement des espaces dédiés pour les équipes digitales, pour les laisser être digitales, et surtout pas mélanger, voilà, et leur donner l'espace. Mais du coup, ça fait aussi une différence de culture au niveau des outils qu'on utilise. C'est combien de PM ou de développeurs surtout qui se plaignent de ça. Pas que je pense que Teams est un mauvais outil, mais je pense pas forcément toujours adapté à nos pratiques. On arrive très bien à faire un mode produit à une échelle d'une équipe produit, mais de le faire à l'échelle de toute une organisation, de tout un domaine, ça peut être plus compliqué, et on va vite rester dans une logique projet au niveau de la finance, au niveau des budgets, et donc on les définit 18 mois à l'avance sur des choses que nous allons devoir livrer, pas sur de la valeur que vous allez créer, parce qu'on est encore dans cette logique, et de transformer la partie finance et légale, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, ce qui fait que, en tant que PM, on va rendre des comptes sur des release plans, alors qu'on pensait avoir écrit une roadmap. On a le sentiment que je dois me battre pour faire vraiment du product management. Parce que quand je vois mes amis qui travaillent chez Google, Spotify, ou d'autres entreprises qui parlent beaucoup de leur modèle de faire, moi, je me dis, moi, je suis à 1 million de kilomètres de ça. Mais en vrai, c'est plutôt qu'on fait le product management différemment. Et non seulement on a un rôle pour aller livrer de la valeur à nos utilisateurs et à notre business, mais on a un deuxième rôle, c'est de transformer l'organisation. Donc là, oui, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un énorme challenge et un gros potentiel en fait d'avoir de l'impact. Donc voilà, dites-vous, c'est être un super-héros du product management, de aussi transformer en même temps que de faire. Et aussi, j'ai encore des stakeholders qui me disent quelle feature livrer. Je pense que ça, on le voit partout. On a l'impression quand on est dans une entreprise qui se transforme, c'est notre problème propre à nous. Clairement, ça ne l'est pas, mais on peut vite forcément s'en frustrer. Donc, comment naviguer ça en tant que product manager? Donc, toutes ces situations. Donc, j'ai 3 thèmes sur lesquels je voulais partager des leçons sur quelle attitude adopter, quelles actions à faire, des petits tips que j'espère qu'ils pourront être utiles. Donc, le premier thème, c'est sur la résilience. Et j'ai 3 éléments dans la résilience. C'est d'être exigeant à long terme, c'est de détecter les signaux faibles et de trouver des communautés. Parce que tout ce que je vous ai décrit, c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, de garder l'énergie, de pouvoir continuer, c'est ça qui est important, et de ne pas s'essouffler. Donc, comment on peut faire ça? Donc, l'exigence à long terme. Donc, c'est important la nuance ici. Oui, nous restons exigeants sur comment on voudrait travailler dans le futur. Ayons une North Star sur les manières de faire du product management, de faire la user research, comment intégrer les équipes data dans nos équipes. Mais probablement, la réalité aujourd'hui, elle n'est pas encore adaptée à ça. Donc, soyez exigeants pour ce que vous attendez au final, mais ne vous frustrez pas si ce n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas là demain. Donc, de garder bien le cap et de se dire oui, j'accepte qu'aujourd'hui, je ne vais pas gagner toutes les batailles, je vais probablement en perdre beaucoup, mais je garde ce cap et ce focus. Et justement, pour se préserver et se dire oui, ça c'est ma vision,
Et justement aussi d'en parler, enfin parler à vos équipes, c'est oui, là, c'est pas fait de façon idéale, mais on va vers ça. Et justement, du coup, c'est la deuxième étape, c'est de détecter les signaux faibles. Les choses qui vous indiquent que, en fait, les choses avancent. Même si c'est pas un genre en mode « Ah, mais oui, maintenant, on est en train de révolutionner, on a trouvé une nouvelle manière de faire du product management. » Non, on va pas avoir des gros big bang de d'un coup, on est explorateur de la méthode produit. Mais en fait, c'est les petits changements qui sont importants pour vous donner de l'énergie de continuer. C'est-à-dire des stakeholders qui commencent à parler différemment, qui vous parlent des besoins utilisateurs. Et vous dites, trop bien, on parle des besoins utilisateurs, qui viennent écouter la user research, qui interagissent avec ce que vous leur montrez, avec la data. C'est quelqu'un qui vous réexplique quelque chose que vous leur avez expliqué. J'adore. C'est frustrant au début, mais en vrai, c'est un vrai signal que vous avez réussi à vraiment influencer ce changement. Et pour compléter ça, les communautés. Donc, à différents niveaux. On a les communautés à l'interne peut-être de votre structure ou peut-être dans des entreprises qui sont similaires à vous, pour se partager comment ça se passe chez toi, quel type ça tue, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble peut-être pour résoudre un problème. Mais aussi les communautés à l'externe, et surtout les autres entreprises, les startups, les tech giants qui font des choses différemment de vous, et de rester en fait à la pointe de qu'est-ce que ça pourrait donner le product management demain, dans 2 ans, dans 10 ans. Pour, en fait, quand je vous parlais de cette North Star dans la façon de travailler, en fait, de la faire évoluer et de rester en fait à la pointe, de vous dire « Ah ouais, ce serait bien de travailler de cette façon, d'impliquer ces types de métiers. Comment travailler avec les équipes data scientists dans mes équipes produits ?» Ouais, peut-être vous y êtes pas aujourd'hui, mais intéressez-vous quand même à ces sujets pour vous dire « Ah bah oui, je continue à faire évoluer ma culture produit et la façon de faire dans différentes entreprises. » Donc voilà, faites ce que vous faites aujourd'hui, être à une conférence. C'est déjà top. Alors, deuxième chose, livrer, c'est gagner. Alors, c'est une traduction à la moi d'une phrase qu'on répétait beaucoup quand je travaillais dans le service public. C'était « The strategy is delivery ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, de livrer du code concret à nos utilisateurs, qui a une valeur qu'on a fait avec notre équipe produit, vaut 1 million de fois une explication du double diamant, du product management, de ce que fait un designer, toute la théorie, les batailles et essayer d'expliquer le métier. En vrai, le plus important, c'est de livrer quelque chose de concret, et vous allez beaucoup plus convaincre en ayant acté un changement. Donc focaliser sur livrer de la valeur, c'est ce qui va être, qui va vraiment faire le changement pour pouvoir vous permettre à progresser, à faire les choses différemment aussi et avoir plus de budget. Et donc, avec ça viennent 2 choses. Donc, raconter le comment de vos succès et être the poop umbrella. Alors, raconter le comment de vos succès. Je suis sûre que vous le faites déjà tous, d'une façon ou d'une autre, c'est de célébrer les victoires de l'équipe. Oui, on a livré telle chose, on a eu tel impact, c'est génial, vous faites monter sur scène l'équipe, on fait la démo, trop bien. Clairement, ça, faut le faire. Mais ce que je suggère, c'est de faire encore plus. Et surtout de raconter l'histoire en fait, de comment vous arrivez à là où vous êtes. Prendre le temps en fait, de faire de la communication en interne sur votre méthode, votre façon de livrer. Donc, par exemple, avant, dans mon rôle dans le secteur public, j'écrivais des articles de blog pour dire oui, on a fait tel user research, on a appris ça, voilà les maquettes qu'on a testées avec les citoyens. Bon, dans le service public, on travaille de manière publique, donc parce qu'on est redevable citoyen, donc on le mettait sur Internet et tout le monde pouvait le lire. Bon, on ne va pas dire que tout le pays s'est roué sur nos articles, mais ça permettait à nous d'avoir déjà un endroit où on peut pointer nos stakeholders pour dire voilà ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que c'est pas juste moi qui fais une fois une présentation à nos stakeholders pour dire voilà, on a fait ça et on l'a fait comme ça. Non, mais en fait, ils peuvent revoir et relire en fait ce qu'on a fait et prendre l'info à un autre moment. Et et c'est aussi très cool pour l'équipe de pouvoir partager. Et c'est pas que les product managers qui écrivent. On avait des blogs côté design, côté tech. Donc tout cette travailler en fait ouvertement. Donc ça, vous pouvez le faire si vous êtes dans une entreprise.
plutôt à l'interne, c'est facile en vrai. Vous avez probablement des plateformes internes de communication, de blogging, ou des façons en fait de partager, ou des newsletters, ou des façons. Voilà, trouver une façon de raconter le comment de vos process va être aussi important que de raconter vos succès. Et ensuite, la poupe, voilà. Et ça, c'est énormément le rôle de nos lead PM ou groupe PM, peu importe comment, head of, c'est de protéger l'équipe à pouvoir avancer. Donc, surtout dans une organisation en transformation, il y a énormément de bruit autour de nous. Surtout quand on n'est pas sûr des rôles et responsabilités, à qui ça revient de prendre la décision. Ah, mais je veux savoir exactement comment ce produit il a été livré, quelle feature vous allez développer. Voilà, essayez de protéger l'équipe pour qu'elle puisse avancer. Donc autant qu'une PM va protéger son équipe pour faire en sorte que les développeurs peuvent avancer, ils ne sont pas en train de répondre à vos stakeholders non plus. Mais en même temps, aussi, en tant que leader produit, c'est notre responsabilité de donner toutes les billes à nos équipes pour pouvoir avancer sereinement. Et clairement, dans un environnement de transformation, ce n'est pas simple. Donc, répéter ce rôle, c'est toujours utile. Et j'avoue, moi aussi, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je pourrais faire plus. Donc, voilà, je vous invite tous à réfléchir à ça si vous êtes dans cette position. Et donc, en dernier, bon, ça peut paraître obvious, mais travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, j'ai 3 éléments là-dedans. Expliquer ton job, trouver une alliée insider, et curiosité et humilité. Donc, explique ton job, réexplique ton job. En fait, c'est normal que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait, parce que on est parfois un nouveau métier. On arrive, on nous confond pour des project managers, et on est non, on est product manager. C'est une différence. Voilà, on a l'air on donne l'impression d'être tatillon, mais en vrai, la différence fondamentale, elle est importante, et c'est important de l'ouvertement l'expliquer et la réexpliquer. Et je dis ton job en tant que product manager, mais c'est autant aussi pour l'équipe produit, le design, à quoi sert la user research. Toutes ces choses-là, c'est OK en fait de réexpliquer, et c'est normal parce que notre entreprise, oui, il y a des personnes qui ne l'ont pas encore compris, et peut-être que vous l'avez expliqué une fois, mais probablement ça ne suffit pas, parce qu'en vrai, d'écouter une fois quelqu'un parler, on se dit, est-ce que c'est juste un truc fashion qu'on va avoir dans l'entreprise pendant un moment, et est-ce que c'est là pour rester? Clairement, les gens peuvent se poser cette question aussi. Donc, c'est normal de passer du temps en fait à expliquer pourquoi et comment. Et oui, ça, avant que j'oublie, une des choses aussi qui est cool à faire, c'est au niveau des cérémonies et des rituels produits, de réexpliquer pourquoi vous le faites. On a un peu l'habitude où, je ne sais pas si vous faites des reviews, des showcases sur votre produit, dire ok, bonjour tout le monde, on va passer à Myriam qui va nous expliquer ce qui a été livré cette semaine. Non, en fait, commencez par expliquer, ok, on est là pour la review, et en fait, ça nous sert à avoir du feedback immédiat de nos stakeholders, en fait, sur ce qui a été livré. C'est un fondamental de la méthode agile, et blablabla. Donc, remettez-les en fait dans ce cadre de pourquoi vous le faites, que vous ne le faites pas juste pour faire plaisir, en fait. Il y a une réelle logique derrière nos rituels. Similairement, expliquez pourquoi vous faites la user research. Le pourquoi, et il est autant utile aussi pour l'équipe produit, je pense. Deuxième chose, c'était de trouver une alliée insider. Donc, quelqu'un avait un terme pour ça hyper fun que j'aimais bien, c'était les bureaucracy hackers, donc les hackers de la bureaucratie, qui nous permettent en fait de naviguer une entreprise. Donc, que ce soit dans un grand groupe ou dans le public, il y a de l'administratif, de la bureaucratie, des étapes de validation à passer. Et en fait, surtout quand tu es newcomer dans cet environnement, on ne sait pas forcément comment le naviguer. Surtout quand on vous recrute parce que vous amenez la bonne méthode produit, sauf que en fait, vous ne connaissez pas le système dans lequel vous venez d'arriver. Donc, trouvez des alliés qui vont bien connaître l'entreprise, qui vont pouvoir vous aider à naviguer les process. En fait, à arriver à vos fins avec les contraintes du système, disons. Parce que, en fait, d'y aller à fond, en mode... Mais non, maintenant, on fait les choses comme ça, et de s'imposer, et ça va être très, très fatigant, et potentiellement, je ne sais pas, la longévité en fait, de ce changement. Donc, d'y aller en fait, en respectant une partie en fait, des choses qu'il y a à faire, mais en gardant le cap sur le pourquoi vous le faites. Donc, trouver des personnes qui connaissent bien
les process, que ce soit en com, en finance, voilà, il y a tout nombre de personnes qui va pouvoir être votre allié. Et donc, dernière chose, la curiosité et l'humilité. Pour moi, ça, c'est les 2 super pouvoirs d'une product manager. C'est en fait, déjà, dans notre métier en général, je trouve que c'est ce qui nous permet de bien faire notre job. Et quand on le perd parce qu'on n'a plus d'énergie, c'est très difficile d'en ressortir. Et donc, dans le contexte de travailler ensemble avec l'entreprise, avec le métier, le business, qui a peut-être des façons de fonctionner différentes de vous, en fait, c'est d'employer cette curiosité pas seulement pour nos utilisateurs, mais aussi pour nos interlocuteurs, nos stakeholders. Comprendre leur réalité, ce que ça veut dire, les KPI sur lesquels on les anime, la pression que leur met leur manager. Passez du temps avec eux, formez-vous, faites les formations qu'on leur propose en fait. Comme ça, vous comprenez mieux leur environnement. Parce qu'en réalité, vous voulez que l'entreprise cartonne, qu'il y ait du succès. Eux, ils veulent ça. Ou dans le secteur public, vous voulez le bien-être des citoyens. Eux aussi. Voilà. On est tous d'accord en fait sur l'objectif final. C'est juste qu'on diffère sur le comment. Et en fait, on ne va jamais arriver à un comment commun sans en fait bien se connaître. Donc, on a fait la partie de réexpliquer comment nous on travaille, pourquoi on fait les choses comme ça. Mais il faut aussi passer du temps à essayer de comprendre leur contexte. Et de le faire forcément en toute humilité, à se dire, en fait, moi, j'ai pas toutes les réponses à tout. En fait, le métier a énormément de choses à m'apporter. Oui, peut-être ils l'expriment de façon qui me frustre, parce qu'ils me disent, oui, on a besoin de telle feature. Oui, il faut que... Pourquoi vous ne l'avez pas livré à la date que vous aviez dit? Voilà, ils vont l'exprimer d'une façon, mais en vrai, il faut essayer de comprendre les choses qui les motivent derrière, et de, en fait, essayer de prendre ce qu'ils peuvent vous apporter aussi, et pas de le dénigrer, parce que pour vous, ils ne travaillent pas de la même façon. Voilà. Donc ça, c'était les 3 thèmes sur lesquels je voulais vous partager mes petites leçons. Donc, pour naviguer la transformation digitale en tant que product manager, c'est d'être résilient, en fait, de se préserver soi-même, de trouver des moyens de garder cette énergie et de pouvoir continuer et à aller vers une vision de faire du produit qui sert à nos utilisateurs, à notre business. De livrer des choses concrètes, de ne pas passer du temps à faire de l'académique sur ce qu'est le product management, mais réellement de montrer par le faire ou de permettre à l'équipe produit de le faire. Et enfin, de travailler ensemble, de se voir alliés avec le business, de travailler main dans la main pour arriver à notre objectif commun. Et pas de se dire, en fait, eux et nous, et de créer des fausses lignes. En fait, essayer à créer ce partenariat. Ça peut être hyper facilitant, que ça peut être beaucoup de travail, mais ça vaut carrément le coup. Et je pense que dans le long terme, ça va vraiment vous servir à transformer cette entreprise et peut-être la partie sur laquelle vous travaillez. Voilà, donc merci beaucoup.